Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une, visite de la dernière chance de la CAF au Cameroun. Le secrétaire général de cette institution confirme que le Cameroun abritera la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Parole de Véron Mosengo Omba au terme de sa tournée de 2 jours sur les différents sites de la compétition. Voilà qui met un terme à la polémique sur un éventuel retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. L'hôpital de district de Kribi, 86 ans d'âge, la vieille formation hospitalière n'arrive plus à prendre soin de ses malades faute d'équipements modernes. Toutes les unités de prise en charge sont obsolètes et en panne dans une vieille bâtisse qui date de l'époque coloniale allemande. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Attaque sécessionniste à Mouya, dans le sud-ouest. Le bilan matériel fait état de nombreux véhicules incendiés. Même si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, la localité a connu un vent de panique dans la matinée d'hier. Bien que tout soit revenu au calme. On fait le point dans ce reportage de Cédric Nding et d'Éric Diator. La localité de Mouya, dans le département du Fako, région du sud-ouest, émerge progressivement. Une accalmie après la tempête qui a secoué les habitants de cette localité. Dans la matinée d'hier, des coups de feu ont retenti dans les artères de la ville, faisant rebrousser chemin aux automobilistes et aux piétons. Dans l'œil du cyclone, des affrontements entre les forces de maintien de l'ordre et des miliciens membres de groupes armés non étatiques. Les assaillants ont pu être mis en déroute par les forces de maintien de l'ordre. Ces derniers avaient pris d'assaut le commissariat de cette partie de la ville, tirant à vue et incendiant des véhicules. De retour sur les lieux, les débris de verre qui jonchent le sol, les impacts de balles sur les bâtiments et autres objets, ainsi que les carcasses de véhicules calcinés, sont autant de stigmates qui témoignent de la violence des affrontements qui ont eu cours ici la veille. Les populations encore sous le choc n'ont pas souhaité s'exprimer. Le bilan, lui, est lourd en pertes matérielles. Fort heureusement, aucune perte en vies humaines n'est à déplorer suite à cette nouvelle attaque dans le chaudron de la crise anglophone. Parlons éducation à présent. Brevet d'études du premier cycle. Des milliers de candidats ont démarré cet examen ce jour sur l'ensemble du territoire national. La ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, a fait le tour de quelques établissements pour s'assurer du bon déroulement des épreuves dans un contexte marqué par des irrégularités enregistrées au baccalauréat session 2021. On fait le point dans ce reportage de Guy Zogo et Joël Essengue. Avec le brevet d'études du premier cycle, la ministre des Enseignements secondaires semble plus dans son élément. Dès la première journée de cet examen, elle s'est en effet rendue dans 5 établissements de la capitale, avec un accent mis sur les candidats vivant avec un handicap. Il y a des salles spéciales qui ont été aménagées, les malvoyants, les malentendants, et les dispositions ont été prises par rapport aux épreuves, par exemple la transcription des épreuves en braille sur les horaires. On leur augmente toujours 10 minutes ou 15 minutes d'autres candidats normaux. De ce qu'elle aura vu, Pauline Nalova Lyonga retient surtout les dispositions prises pour les candidats portant un handicap. Si de sa tournée, la ministre des Enseignements secondaires en a tiré de la satisfaction, elle laisse transparaître néanmoins un bémol sur la disposition des candidats dans les salles où l'on semblait à l'étroit. Il n'empêche, la direction des examens et de la certification du ministère des Enseignements secondaires précise s'être attachée à bien organiser la session du BPC 2021. Nous avons mis les bouchées doubles pour que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Les épreuves ont été apprêtées à temps pour les candidats. Tout a été acheminé à temps. De plus, pour cette direction, le cru 2021 du BPC est couru à travers
le pays. Nous avons 215 422 candidats pour 1094 sous-centres d'examen. Nous avons des candidats porteurs d'handicap qui sont au nombre de 78 sur toute l'étendue du territoire. Il faudra néanmoins se montrer prudent, tant les examens officiels réservent souvent des surprises au Cameroun. Les aires de stationnement des taxis et motos peuvent-ils mettre fin au désordre urbain dans la ville de Douala? Le maire de la ville compte les aménager pour désengorger les différents axes routiers déjà encombrés. Le compte-rendu de la thérapie à l'ambassadine, c'est dans ce reportage que signent Sedingding et Georges Mitterrandam. Le communiqué de presse signé de la mairie de la ville est un peu plus clair et prévoit en substance de désengorger les axes routiers du rond-point d'Eido dans le 1er arrondissement en mettant sur pied des aires de stationnement pour les mototaxis. Une fois sur place, l'aire de stationnement est bel et bien matérialisée. Mais déjà au premier coup d'œil, une inquiétude se glisse comme un cheveu dans la soupe. Les mesures que la mairie a prises pour le moment, en ce qui concerne le cas du rond-point, je pense que ça n'aura pas d'effet. Quand je regarde là, elle est trop petite. Selon moi, je vois que c'est très nécessaire pour les motomans, les taximans et les gens peut-être sous-âge. C'est bon, les taximans, je vois que c'est très petit. Parce que là, déjà ici, l'espace est un peu plus grand que là-bas, mais déjà ici, vers 8h, 9h, il y a tellement d'embouteillages que même le piéton ne peut pas passer. Une aire de stationnement de moins d'1 hectare, censée contenir le flux de mototaximens partant des parties est, ouest et nord de la ville. Ce qui pose un autre problème, celui des entrées et des sorties. Bon, à mon avis, ça ne serait pas suffisant. Tout ce déjà la voie d'accès pour le parking qu'ils ont créé est vraiment insuffisant. On devait le faire à partir de l'échangeur en venant de Bonaberi. Tous ceux qui viennent de Bonaberi entrent sans problème, sans toutefois contourner encore dans la ville afin d'entrer. Les principaux concernés émettent des réserves quant à ce nouveau projet de la mairie de la ville et certains d'entre eux vont même jusqu'à ironiser la chose. La nouvelle loi, elle est bonne. Le suprême a vu que nous amasser là, c'est plus bien. Donc on n'a pas de problème. Même s'il faut nous appuyer, on va entrer. C'est une bonne initiative. Mais la seule condition, ce que nous demandons, c'est qu'il faudrait qu'on prenne des dispositions pour que les taximans laissent les clients à l'intérieur. La mesure, elle, doit entrer en vigueur dès ce 14 juin. En attendant, d'autres ont déjà trouvé une première utilité à ces aires de stationnement. Le bassin agricole du département du Mungo en panne de ses routes. Les producteurs peinent à écouler leurs récoltes vers des centres urbains et pour désenclaver certaines zones, les travaux de réhabilitation sont en cours sur certains principaux axes. Cyril Diemba et Gladys Sidi. La ville de Konsomba, dans le département du Mungo, est confrontée au mauvais état du réseau routier. En périphérie comme au centre-ville, les populations ont du mal à se mouvoir. Toutefois, dans le 1er arrondissement, les riverains voient une lueur d'espoir. Après leurs multiples revendications, la commune vient de réhabiliter certaines routes. C'était les trous par-ci, les nids de poules par-là, les demi-goudrons de 1960 par endroit. Et ce n'était pas beau. C'est par rapport au dos d'âne. Parce que les bensiquinons, là, ils vont porter les vélos, là, les motos là sur la tête. Vraiment, il faut au moins 1, 2, 3, 4, 6 jusqu'à là-bas en haut. Sinon, on va ramasser les cadavres ici. Je vous jure. C'est un projet qui s'inscrit dans le cahier de charge de cette commune d'arrondissement. Konsomba est dans un vaste chantier. Toute la ville est en chantier, il faut le dire, que ce soit au centre de la ville ou dans la périphérie. Donc nous sommes en plein chantier, comme vous le constatez vous-même. Et ça, nous sommes très heureux et très contents de constater enfin que ce qui avait été prévu est en train de se réaliser selon le respect des cahiers de charges. Si l'initiative est saluée par les populations de Konsomba 1er, elles attendent bien plus des autorités pour le développement de la ville de Konsomba.
Je vous le disais en titre, l'hôpital de district de Kribi est en piteux état. Le plateau technique et les équipements de toutes les unités de prise en charge sont en panne. Les quelques spécialistes en service dans cet hôpital font presque le miracle pour offrir le minimum de soins aux patients de plus en plus nombreux. Et voilà le tableau sombre qu'a découvert le ministre de la Santé publique. Le docteur Manaouda Malachi était en visite de travail dans la région du Sud. On fait le point avec Joseph Abenabena. C'est l'hôpital de district de Kribi qui accueille ce jour le ministre de la Santé publique. Sa fière allure et les équipements visibles cachent mal l'état piteux et anachronique de son plateau technique. Le mal est partagé dans tous les compartiments de l'hôpital. Ici, au bloc opératoire, la majorité des machines importantes ne fonctionnent pas du tout. Cet appareil qui produit la chaleur humide est en panne. Obligé de travailler avec celle-ci qui produit la chaleur sèche. Cet autre appareil qui permet de faire l'anesthésie générale est également en panne. L'anesthésiste est obligé de recourir aux artifices relevant de son génie pour préparer le patient à l'opération chirurgicale. Au bloc opératoire proprement dit, c'est la catastrophe. Cette signalétique ne fonctionne pas. Pis encore, cette table d'opération ne permet plus un travail scientifique. Dans cet autre compartiment, les 2 fauteuils dentaires sont hors d'usage. C'est avec beaucoup de diplomatie que le directeur de l'hôpital expose cette situation chaotique au ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre, nous souhaiterions avoir un renforcement en personnel sur le plan infrastructurel, la réhabilitation des bâtiments vétustes, la construction d'une unité d'urgence, d'un service de néonatologie, d'un bloc opératoire gynécologique, la mise en place d'un système d'approvisionnement autonome approprié en eau potable, l'acquisition des couveuses sur la prise en charge de nos nouveau-nés. La vétusté de notre plateau technique est un handicap pour faire face aux défis qui nous interpellent. Par exemple, nos services d'imagerie et d'odontostomatologie qui ont servi du matériel, mais celui-ci est dépassé. Le mouvement de population et l'urbanisation galopante de notre chère cité nous donne des insomnies sur notre capacité à pouvoir répondre aux besoins de notre population. Le ministre qui prend soin de faire le tour au détail près de cette formation sanitaire, Manaouda Malachi, marque son étonnement, mais fait des promesses sans délai. J'étais à l'imagerie là-bas, il n'y a rien pratiquement. Dans les salles d'hospitalisation, les lits, et ça, véritablement, l'hôpital de Kribi mérite mieux que cela. Nous demandons pour cela que le directeur travaille en étroite collaboration avec nos équipes. Au fur et à mesure, c'est que nous pouvons en disposer déjà qu'on puisse le mettre à disposition. L'hôpital de district de Kribi est une vieille formation sanitaire qui date de l'époque de l'occupation allemande. Si la ressource humaine s'efforce d'être dévouée au travail, son plateau technique actuel est un véritable handicap pour la prise en charge des citoyens et des touristes qui arrivent dans cette cité balnéaire de Kribi. Les activités agro-industrielles, une menace pour les forêts. La société civile attire l'attention du gouvernement, indiquant que si rien n'est fait, les principaux bassins forestiers pourraient disparaître. D'autres précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Donald Brice Kamgang. En 5 ans, soit de 2015 à 2020, le Cameroun a perdu 58 000 hectares de forêt selon un rapport de la FAO, avec un taux de déforestation oscillant entre 0,2% et 0,6%. Le pays est l'un des principaux du bassin du Congo dont la pression sur les forêts est des plus fortes. Une étude que nous avons réalisée, ne serait-ce que pour l'année 2017, nous avons perdu près de 10 milliards suite à l'inégalité et qui est entachée aussi avec la corruption dans le secteur forestier. Cette pression due aux activités agricoles, mais aussi aux poches de corruption dans l'exploitation des ressources forestières, contribue à saper les efforts du pays en matière de réduction des émissions de gaz imputables à la déforestation. Le cacao, le palmier à huile et l'EVA ont été identifiés comme produits agro-industriels dont la culture met en mal la suivi des forêts. Il n'est pas question de cesser la production, mais d'assurer une utilisation rationnelle des forêts en prenant en compte
le rôle régulateur de ces espaces sur le climat. Donc comment développer cette production, ce secteur au niveau du pays, tout en protégeant les forêts. Donc c'est ça l'enjeu principal qu'il y a. Nous soutenons des systèmes de production durable et nous voulons soutenir la transition vers des systèmes de production durable, c'est-à-dire mettre en place des productions plus productives. Au-delà de la réduction des émissions de carbone qui peuvent être n'est-ce pas, être vendues sur le marché carbone, mais nous avons les co-bénéfices hors carbone, création d'emplois, augmentation des revenus, augmentation des rendements agricoles. La concertation de Douala est organisée par la TFA. Elle réunit ministère de l'Environnement, Organisation mondiale de la protection de la nature, entreprises agro-industrielles, Office national du cacao et du café et des organisations de la société civile œuvrant sur les questions de lutte contre la déforestation. Il y est attendu la création d'une plateforme commune de dialogue et d'échange. Dématérialisation des procédures fiscales, la nouvelle donne passe mal dans l'esprit des contribuables, peinant à faire bon usage des nouvelles technologies pour s'acquitter de leurs obligations. L'administration fiscale est en campagne de sensibilisation dans la région de l'Ouest pour expliquer aux usagers le bien fondé de cette nouvelle approche. D'autres précisions avec Vivien Tonfac et Robert Kenny. Le Centre régional des impôts de l'Ouest sensibilise les partenaires locaux au développement sur la dématérialisation des procédures fiscales. Nous sommes précisément dans le ONCAM dans le cadre d'une visite de travail et de soutien logistique et technique au centre divisionnaire des impôts du ONCAM à Bafang. Cette vision de l'administration fiscale au Cameroun a été expliquée aux exécutifs communaux, aux receveurs municipaux et autres contribuables des communes du ONCAM, des hauts plateaux et de la Menoie au cours d'un séminaire de formation tenu à Bafang. L'objectif visé étant donc de sécuriser non seulement les recettes de l'État, mais aussi et surtout les recettes communales. À la base d'un code qui appartiendra à chacune des communes, ils iront directement faire les paiements auprès des banques. Désormais mieux outillés, les bénéficiaires de cette formation entendent jouer leur partition. C'est une très belle initiative parce qu'il faudrait qu'au niveau de la hiérarchie des impôts, que l'on puisse nous imprégner à tout moment par rapport à la nouvelle donne. Et toutes les explications qu'on nous a données, nous allons mettre en pratique. Nous ferons tout pour que ce soit implémenté comme il faudrait. D'après les responsables de l'administration fiscale, cette dématérialisation des procédures vise non seulement la sécurisation des recettes, mais aussi de permettre aux contribuables de gagner en temps. Le concept de dématérialisation des procédures fiscales rentre dans le cadre logique de la simplification des procédures assignées par la hiérarchie. Ça veut dire simplement qu'un contribuable peut rester chez lui en utilisant l'outil informatique et souscrire sa déclaration et remplir ses obligations fiscales. Comme cela se passe avec le mobile money, il y a aussi le mobile tax. C'est juste une simplification et afin de renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre le contribuable et l'administration fiscale. Hors de nos frontières en Somalie, un attentat suicide a fait une dizaine de morts et près de 20 blessés. L'attaque ou l'assaut mené près d'un camp militaire n'a pas encore été revendiqué. Et tout à côté, la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir l'ancien président Laurent Gbagbo le 17 juin prochain. Le Front populaire ivoirien pro-Gbagbo invite les Ivoiriens à éviter tout débordement jeudi prochain. La mouture internationale est signée Nadine Yambou. Explosion et attentat suicide meurtrier en Somalie. Au moins 15 personnes ont perdu la vie. Le camp militaire de Dego-Badan, près de Mogadiscio, a été attaqué par un kamikaze présumé. Selon des témoins, il s'était déguisé en soldat et s'est fait exploser devant une foule de nouvelles recrues qui faisaient la queue devant le camp militaire. De nombreux blessés graves ont également été enregistrés. De sources sécuritaires, le bilan pourrait s'alourdir.
Habituée aux attentats suicides, la capitale somalienne est régulièrement la cible des attaques des islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda. En Côte d'Ivoire, les heures à venir pourraient paraître plus longues que d'habitude pour les supporters de Laurent Gbagbo qui arrivent dans son pays dans moins de 48 heures. Dans les rues d'Abidjan et Mama, son village natal, c'est la grande mobilisation. Son retour au Bercail est attendu avec impatience par de nombreux partisans qui s'activent à lui réserver un des accueils les plus chaleureux. Selon le Front populaire ivoirien, l'actuel président Alassane Ouattara a décidé d'ouvrir le pavillon présidentiel pour l'accueil de son prédécesseur en provenance de Bruxelles en Belgique. Le gouvernement et le FPI appellent les Ivoiriens à éviter tout débordement. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en danger de déstabilisation par les djihadistes. Si nous ne nous entendons pas et que quelqu'un va manifester dans la rue, moi je suis victime, alors nous allons tous nous perdre. C'est pourquoi le Front populaire ivoirien s'est engagé résolument dans la voie de la réconciliation. Le retour de Laurent Gbagbo après 10 années d'absence ouvre ainsi la voie vers une réconciliation en Côte d'Ivoire. Il avait été acquitté par la CPI en fin mars 2021, où il était accusé de crimes contre l'humanité au lendemain de la crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et concernant la pandémie de coronavirus, un vent de panique souffle sur la République démocratique du Congo après une recrudescence des contaminations. Près de 300 nouveaux cas ont été recensés dans la capitale Kinshasa. Le gouvernement met en garde contre une troisième vague. De sources médicales, les hôpitaux sont de nouveau au bord de la saturation. Le président Félix Tshisekedi annonce de nouvelles mesures drastiques pour faire face à la maladie. La RDC cumule près de 35 000 cas avec 834 décès. Le pays a pourtant lancé sa campagne de vaccination le 21 avril dernier. Mais la réticence des populations face au vaccin AstraZeneca plombe les campagnes de vaccination. La progression du virus contraint le gouvernement à reporter en janvier 2022 la cérémonie d'hommage en l'honneur du héros national Patrice Lumumba prévue ce mois de juin 2021. Et sur le chemin de la CAN, allons à présent à la découverte des premières équipes qui ont été créées une dizaine d'années après l'introduction du football au Cameroun. De la rue Saint-Ger à Akwa, le football s'était répandu comme une traînée des poudres, suscitant un engouement populaire au travers du pays. Jean-Paul Chouniat pour plus de précisions. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Une fois le Sierra Lyonnais Georges Goethe répandait le virus du football à la rue Saint-Ger à Akwa. La passion pour le ballon rond allait contaminer les habitants de tous les quartiers de la capitale économique Douala, ainsi que les principales villes du pays, avec la naissance des premières équipes. L'histoire cite entre autres requins, lions, lunes, zèbres et bien d'autres. Des équipes de la ville de Douala, à la base des clubs mythiques, le Léopard de Deido, l'Orix Djemeya, Caïman Club d'Aqua. À Yaoundé, c'est le même scénario, avec comme pionnière l'étoile européenne et l'historien camerounais Pierre Essama Essomba de faire savoir que la première 100% indigène fut l'école supérieure de Yaoundé. La première équipe indigène fut l'Orix de Douala, qui comprenait seulement des hommes noirs. Et à Yaoundé, la première équipe fut d'abord une équipe blanche qui était une équipe s'appelant l'école supérieure. My sister, your love with me was a real appointment with Lucifer. You were my... L'inauguration du chemin de fer, avec la première locomotive partant de Douala pour Yaoundé, offrait l'occasion pour une première confrontation de l'histoire entre deux équipes locales, l'étoile sportive africaine de Yaoundé et le club athlétique du Cameroun de Georges Goethe,
le père fondateur du football camerounais. L'équipe de Yaoundé l'emportait sur le score d'1-0 au stade Nicole, en face du palais des gouverneurs coloniaux, devenu plus tard le siège de la présidence de la République du Cameroun et aujourd'hui musée national. En 1930, un premier championnat et coupe en 4 poules est lancé à Douala, suivi de la fondation de la première fédération qui organise le premier championnat officiel au cours de la saison 1934-1935. Des ligues de football sont créées dans le Mungo, le Nyon Ekele, la Sanaga Maritime, le Rognon, la Mifi, le Mbam et la KDI. Le foot devenait alors un phénomène de société inquiétant. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Toujours en sport, le Cameroun abritera la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en janvier prochain. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football a rassuré les autorités et le peuple camerounais au terme d'une visite de 2 jours au Cameroun. Véran Mosengo Omba a indiqué que le niveau des préparatifs est satisfaisant en dépit de quelques derniers réglages à opérer. Le patron administratif de la CAF a précisé que ces réglages à faire ne sauraient hypothéquer, mieux compromettre la tenue de la CAN 2021 au Cameroun. Ce qui met donc un terme aux supputations et polémiques sur un probable retrait de la compétition. Je vous propose à présent d'écouter le secrétaire général de la CAF, Véran Mosengo Omba. Il fait le point sur les préparatifs et le cas du stade Olembe encore inachevé. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et le comité exécutif de la CAF, dont le vice-président est ici présent, sont satisfaits du travail, de l'organisation pour qu'on puisse délivrer une meilleure CAN jamais organisée auparavant. Donc le travail avance très bien. Bien sûr, nul n'est parfait. Le monde parfait n'existe pas. Il y a quelques réglages à faire, raison pour laquelle on était ici pour parler de ça. Donc, les choses avancent très bien. Donc, on vient d'ouvrir même le bureau ici, dans ce bâtiment, un bureau de la CAF. Donc, la CAF sera présente ici. Ça, c'est un outil qui marque la bonne collaboration entre les autorités publiques, la fédération et la CAF. Donc, ça montre qu'on veut vraiment travailler, aller de l'avant, aller tous ensemble. Je ne voudrais plus répéter ce que je vais dire tout à l'heure. La CAN sera organisée dans ces magnifiques pays au mois de janvier 2022. Ça, c'est... Tout à l'heure, je viens de visiter le stade de Olembe. C'est un stade de classe Coupe du Monde. J'ai déjà visité Japoma, j'étais à un de matchs là-bas, demi-finale je crois, ou quart de finale, je ne sais plus. Je voudrais remercier le président de la République et son peuple parce qu'ils ont consenti des efforts énormes. Ces efforts, chers amis, ce n'est pas seulement pour le Cameroun, pour le fils de ce pays, c'est pour toute l'Afrique. Le président m'avait dit, il m'a dit tout à l'heure, qu'il y a Centrafrique qui est venu jouer ici. Parce que le stade de Centrafrique ne répond pas aux normes de la CAF. Donc ça montre que ces infrastructures, c'est pour toute l'Afrique. On doit en être fier et en parler. Parce que vous allez voir pendant la Coupe d'Afrique des Nations, en mois de janvier, ça va être une fierté pas seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau mondial. Parce que la qualité des infrastructures, c'est incroyable, magnifique. C'est avec cette réaction du secrétaire général de la Confédération africaine de football que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. La CAF a décidé, la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 va se jouer au Cameroun en janvier et février 2022.
Il faut le dire, Serge, à l'entour, c'est une fin de suspense sur la CAN 2021. Le Cameroun sucera bel et bien et à pleines dents sa CAN en janvier prochain. C'est le secrétaire général de la CAF l'a dit et redit au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Ces assurances du secrétaire général de la CAF viennent mettre fin aux supputations sur un éventuel retrait de cette compétition à notre pays, le Cameroun. Voilà, madame, monsieur, nous sommes sûrs que vous serez là demain à partir de 20h. Julien Berthe.